Souvent, un tableau est le reflet de l'artiste qui le peint. Quand les beaux jours sont là, les toiles sont colorées, joyeuses. Les mauvais jours, eux, font ressortir leur côté noir. Mais encore pire, quand la mort approche, c'est peut-être le moment où les artistes se mettent vraiment à nu. À ce stade, il ne s'agit plus de plaire ou de se faire comprendre, mais de laisser une empreinte indélébile face à l'inévitable. Aujourd'hui, on va voir ensemble la dernière œuvre de 4 légendes de la peinture et pourquoi ils ont été amenés à les réaliser. Hello tout le monde, j'espère que ça va, je suis hyper content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, vous allez voir qui va être passionnante, je pense, avec plusieurs histoires. J'aimerais vous aussi prendre 5 minutes pour vous parler de cette petite boîte qui est juste derrière moi. C'est Holzkern qui me l'a gentiment envoyé, une jolie boîte en bois comme ça qui détient la montre que j'ai au poignet, qui est super jolie, c'est le Black Friday en ce moment. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, il y a jusqu'à moins 30% sur les montres, bijoux en matériaux naturels, mais aussi des sacs à main, voilà, toutes sortes d'accessoires fabriqués en quantité limitée, en petite quantité, pour rester éco-responsable. Il y a vraiment de super trucs. Alors je me suis régalé avec la petite montre ici que je garde tout le temps, mais j'ai aussi régalé mes proches, voilà, avec ces petites lunettes vraiment cool. Et des petites boucles d'oreilles aussi, il y a vraiment de tout. Alors pour les petites précisions, c'est un bois pour les matériaux qui est certifié FSC, puisque c'est une marque qui s'engage contre la déforestation, ils font attention vraiment à tout ce qu'ils font. Donc je le rappelle, le Black Friday ça a déjà commencé, donc dépêchez-vous. Le lien se trouve en description, régalez-vous bien. Maintenant on passe à la première histoire. Edvard Munch. Vous connaissez peut-être ce tableau d'Edvard Munch, Le Cri. The Scream en anglais. Pas dur de savoir d'où est venue l'inspiration du slasher movie américain. Le Cri représente Edvard lui-même. Je me promenais sur un sentier avec 2 amis. Le soleil se couchait. Tout d'un coup, le ciel devint rouge sang. Je m'arrêtais, fatigué, et m'appuyais sur une clôture. Mes amis continuèrent et j'y restais, tremblant d'anxiété. Je sentais un cri infini qui passait à travers l'univers et qui déchirait la nature. En effet, le Norvégien naît dans un corps fragile, souvent malade. Le décès de sa mère à l'âge de 5 ans, puis de sa sœur, n'arrange en rien sa vulnérabilité. Le petit garçon noiera sa peine dans la peinture, en mettant en scène quasi constamment des gens. Ces tableaux, qui mêlent la folie, l'anxiété, paraissent encore hyper lisibles dans notre société aujourd'hui. Il peint même pas mal de trucs autour de la séparation notamment, comme celui-là, Jalousie, où l'on voit un homme impuissant tout près de la femme qu'il aime, mais dans les bras d'un autre. Des échecs amoureux, il en connaîtra, ça va l'affecter, l'épuiser. On remarque même sur quelques toiles des traces, des griffures. Il emmagasinera beaucoup de souffrances durant toute sa vie, qu'il ne consacrera quasiment qu'à la peinture. On est en 1940, Munch a 76 ans et vit caché. La Norvège est occupée par l'Allemagne nazie, qui considère l'art de Munch comme de l'art dégénéré. En gros, les nazis, tout ce qui n'est pas classique, réaliste et très nationaliste, ça doit disparaître. Le Norvégien ne connaîtra jamais l'issue de la guerre, puisqu'il s'éteindra à 80 ans à la suite d'une pneumonie en 1944. Il se peindra lui-même dans son ultime tableau, entre l'horloge et le lit, seul sur sa toile, finalement comme lors de la majorité de sa vie. Dans son testament, il indiquera vouloir léguer toutes ses œuvres à la mairie d'Oslo, qui lui construira un musée en son honneur 19 ans plus tard. Frida Kahlo. 1920, la guerre civile mexicaine est terminée. Coup d'État sur coup d'État, le régime du général Porfirio Díaz est tombé après 10 ans de révolte. Et bien qu'elle soit née en 1907, Frida Kahlo falsifie, lors de ses 15 ans, sa date de naissance et l'avance de 3 ans, en 1910, date du début de la révolution mexicaine.
Femme forte et militante dès son plus jeune âge, Frida rêve de liberté, de voyage, dans un pays où règne encore le patriarcat. Moquée à l'école par ses camarades due à sa maladie, la poliomyélite, elle est surnommée « jambe de bois », elle qui a, depuis ses 6 ans, une jambe plus fine que l'autre. Et par conséquent, des difficultés physiques répétées. Mais à ses 17 ans, en rentrant des cours, un fait tragique va plonger la jeune femme encore un peu plus dans l'effroi. Transpercé par une barre en métal, le corps de la jeune femme est brisé. Elle se casse la jambe droite, le bassin, les côtes et la colonne vertébrale. Elle qui étudiait jusqu'alors la médecine, Frida trouve sa raison de vivre, la peinture qu'elle apprivoise, clouée à son lit d'hôpital. La douleur sera le noyau de son art. La douleur due à son accident, la douleur due à ses fausses couches, la douleur de la trahison aussi. Elle symbolise l'infidélité de son mari, le peintre Diego Rivera, par ce collier qu'elle porte autour du cou, plein d'épines. Cette relation avec Diego, de 21 ans, son aîné, mêlera passion et destruction entre les infidélités et les réconciliations. Mais en 1954, à 46 ans, la santé de Frida se dégrade sérieusement. Amputée de la jambe suite à la gangrène qu'elle contracte, elle ne s'arrête pas pour autant de peindre malgré ses souffrances. Son dernier tableau, c'est celui-ci, Viva la vida, vive la vie, une nature morte optimiste, presque paradoxale de son état. Les pastèques, consommées lors des fêtes et des célébrations au Mexique, sont souvent offertes en cadeau pour souhaiter bonne chance et succès à ses proches. Frida sait que ses jours sont comptés, mais cette peinture, vive et remplie de couleurs, semble défier la mort avec un dernier sourire. Elle s'éteindra en juillet 1954 d'une embolie pulmonaire en inscrivant dans sa dernière lettre « J'espère que la sortie sera joyeuse et j'espère ne jamais revenir ». Elle demandera à être incinérée, ne voulant pas pourrir, allongée, elle qui l'a trop été de son vivant. Francisco de Goya. On part en Espagne maintenant, et un peu plus tôt, en 1786. Francisco de Goya a 40 ans. Et sa réputation grandissante le conduit jusqu'à la cour du roi. Rien que ça. En gros, Goya devient le peintre de Charles III, roi d'Espagne, puis de son fils Charles IV. Goya enchaîne les portraits de ces aristocrates subtilement, en révélant leur faiblesse ou leur supériorité. Mais en 1793, Francisco est frappé par une maladie grave, dont on ignore exactement la cause, mais qui lui laisse par contre une surdité complète et irréversible. C'est à ce moment-là qu'il s'éloigne des commandes royales. Pendant 2 ans, il moque la folie humaine, l'injustice sociale, l'aristocratie même, dans cette série de 80 gravures, Les Caprices. Goya connaît bien les risques qu'il encourt, en pointant du doigt les défauts de la société espagnole. Je prends celle-là au hasard. Tu ne t'échapperas pas. Goya illustre l'oppression des vieux hommes riches sur les femmes, qu'il perçoit comme de vieux oiseaux en cage. Et ce qui semble l'attrister davantage, c'est que la jeune danseuse paraît se plaire dans cette situation. Sans surprise, les autorités lui demandent de retirer ses caprices de la vente. 10 ans plus tard, lorsque Napoléon occupe l'Espagne, les Madrilènes se révoltent contre les Français. Goya représente cette journée dans cette toile. Dos de Mayo 1808, le 2 mai 1808.
Sauf que le lendemain, la France riposte et le carnage est sans précédent. Ce 3 mai 1808, Madrid est le théâtre d'exécutions improvisées à chaque coin de rue. Goya plonge dans la tristesse et ne voit à présent que la noirceur du monde, explorant davantage le fantastique, l'irréel, le cauchemardesque parfois. Sa série de tableaux, Les Peintures Noires, démarrée en 1820, n'a jamais aussi bien porté son nom. Sa dernière peinture sera celle-là, La Laitière de Bordeaux, qu'il aura peint à Bordeaux, justement, après s'être exilé de son pays natal, où le climat du régime de Ferdinand VII est devenu insurmontable. Ce dernier tableau, fatalement, ressemble à un moment de répit. Goya a trop lutté et à 81 ans, c'est l'esprit léger qu'il souhaite s'arrêter. Le Caravage. Nicolas Poussin, grand maître de la peinture classique française, détestait le travail du Caravage, un jeune prodige italien qui, à 25 ans à peine, en 1596, représentait ses personnages dans leur vie quotidienne, des personnages plus expressifs parfois même en train de tricher. Pour Nicolas Poussin, comme pour d'autres, cette représentation des personnages n'est pas celle d'un Raphaël ou d'un Michel-Ange. Parce que je le rappelle, on est en 1596, il y a plus de 400 ans. Et à l'époque, représenter un corps autrement que comme ça, c'est impensable. Alors le Caravage, c'est un surnom. Il s'appelle Michelangelo Merisi. Mais après que sa famille ait fui la peste qui rôdait à Milan pour la ville de Caravaggio, le jeune homme portera le nom de sa ville. Et en 1592, le Caravage part seul à Rome, où il se construit une réputation. Son travail choque les standards de l'époque, mais faut l'avouer, il est trop fort. Il reçoit plusieurs commandes, dont une énorme mission, peindre 3 fresques gigantesques dans la chapelle Contarelli. Ce tableau est un chef-d'œuvre de nouveauté pour l'époque. Le Caravage balaye toutes ses peintures classiques. Ici, la scène capture un mouvement, l'instant présent. Jésus appelle ici Matthieu pour être son 12e apôtre. Lui qui n'est jusqu'alors que collecteur d'impôts semble à peine y croire en se pointant du doigt. Certains sont même encore en plein travail, ignorant que Jésus se trouve à quelques mètres. Ce style, d'ombre et de lumière très contrasté, sera la marque de fabrique du Caravage. Ici, Judith décapite le général assyrien Holoferne, qui envahissait la ville de Béthulie. Le contraste ici n'est pas que dans la lumière, mais encore dans l'expression des personnages. Judith paraît désabusée derrière Holoferne, qui agonise, pendant que la servante Abra, toute mesquine et ridée, n'attend que de pouvoir collecter la tête du général dans son sac. Celle qui servira de modèle pour le Caravage, c'est l'une des courtisanes les plus prisées de Rome, Philidée Melandroni. Un lien fort s'installe entre les deux, mais rien ne prouve qu'ils partagent une relation amoureuse. Mais il n'empêche que ce rapprochement fait naître en Ranuccio Tommasoni, client et amant de Philidée, une profonde jalousie. Ranuccio et le Caravage en viennent aux mains. Caravage blesse Ranuccio à l'aine, qui lui provoque une hémorragie interne et le tue sur le coup. Le Caravage n'a nul autre choix que de fuir. Les autorités romaines sont déjà au courant du meurtre. Fugitif, il continue à peindre en cherchant la protection de l'Église ou de la noblesse. Le Caravage semble au sommet du désespoir en peignant cette toile, peut-être la plus célèbre de sa vie, que certains interprètent comme son autoportrait.
homme vieillissant, mal rasé, fatigué, décapité par David, baignant dans un fond noir qui semble infini. Le peintre meurt lors de son chemin de retour pour Rome, lui qui cherchait un énième pardon après des années d'exil. Sa dernière peinture reconnue, c'est le martyre de Sainte Ursule, qui représente Sainte Ursule, transpercée par la flèche du roi Huns qu'elle avait refusé d'épouser. Et bah j'espère que vous les avez appréciés, ces 4 histoires, j'étais super content de vous les montrer, c'était du boulot, mais franchement, nécessaire pour moi de faire cette vidéo sur des histoires un peu plus anciennes que d'habitude. Je sais pas comment va être reçue cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que ces petites histoires courtes de 4 minutes, 3 minutes même pour certaines, ça vous va? Est-ce que vous trouvez que non, ça a été un petit peu trop bref? Et je trouve, voilà, ça va paraître un peu cliché, quelques personnes le disent, mais ça fait du bien de retourner dans le passé. C'est important de savoir ce qui s'est passé avant pour savoir ce qui se passe aujourd'hui. Tout est lié au passé, quasiment. Donc voilà, c'est une vidéo qui est importante et j'espère que je vous ai fait quand même un peu voyager. J'ai essayé de vous mettre vraiment dans l'ambiance de ces artistes-là et pourquoi pas refaire un deuxième épisode dans les prochains mois. Why not? Parce que là, il y a des vidéos qui sont prévues, mais surtout celle du mois prochain, vous allez voir, elle est assez spé. Elle a rien à voir avec tout ça. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important, Instagram, TikTok. Et n'oubliez pas aussi d'aller checker ce qui se passe sur le site d'Allscairn, des bijoux, des montres en matériaux naturels à moins 30%. Donc voilà, faut se dépêcher. Mais après, le site reste ouvert continuellement, bien entendu. Ne vous arrêtez jamais de créer, ça c'est le plus important. Et moi, je vous dis salut, ciao.